Bonjour, bienvenue à ce cours d'ondes et de physique moderne. Le cours aujourd'hui va porter sur l'effet photoélectrique. Donc, ça va être, dans le fond, le dernier vidéo était une introduction générale à tout ce qui touche la physique moderne. Aujourd'hui, on va commencer à étudier plus en détail, euh, pardon, l'effet photoélectrique en particulier. On se souvient, là, on avait parlé brièvement. L'effet photoélectrique, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une observation, premièrement, qui a été faite par Hertz en 1887 pour la première fois. Ok, donc, on remonte quand même à il y a un certain temps. Euh, Hertz, Hertz qui travaillait sur les ondes hertziennes. Donc, dans le fond, Hertz qui était le premier à créer des radios essentiellement, donc à émettre puis à recevoir des ondes électromagnétiques à produire et à détecter des ondes électromagnétiques. Hertz était aussi le premier à découvrir l'existence d'effets photoélectriques. Donc, comment il a fait ça? Ok. Il travaillait sur la production d'ondes électromagnétiques, justement. Ok. À quoi ça ressemblait ces appareils? Ça ressemblait un peu à ça. Ok. Donc, vous irez voir, c'est la page Wikipédia de Hertz. Ok. Euh, donc, on dit il y avait un transmetteur radio. Ok. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il produisait. Il y avait deux fils avec un spark gap entre les deux, excusez, là. Puis, vous aviez une onde stationnaire. Ok. Donc, vous aviez un champ électrique variable qui était appliqué, une différence de potentiel, un voltage, un haut voltage variable. Puis, ça installait une onde stationnaire entre euh, entre l'émetteur. Il y avait un spark qui apparaissait. Puis, il y avait plus loin un détecteur qui était constitué essentiellement de la même façon. Donc, vous voyez ici le détecteur, à quoi ça ressemblait. Donc, vous aviez juste un fil avec un autre gap entre les deux. Donc, ce qu'on avait, c'était quand il y avait une onde qui passait, ça faisait apparaître une étincelle entre les deux. Euh, donc, on dit micromètre, là, un micrometer spark gap. Là, donc, vraiment un très petit gap. Quand l'onde électromagnétique passait, ça créait un short, un court-circuit entre les deux branches. Ça faisait apparaître une étincelle. Donc, Heinrich Hertz, pardon, a détecté l'existence de l'effet photoélectrique sans que ça soit du tout l'objet de ses recherches. Ok. C'est ici, pour détecter, on voyait apparaître une étincelle. Évidemment, plus il fait noir, plus c'était facile de voir l'étincelle apparaître. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il plongeait son dispositif dans l'obscurité. Puis, dans le fond, ce qu'il remarquait, c'était que il avait mis une vitre pour laisser, dans le fond, le rayonnement rentrer. Puis, il avait fait le noir, il avait créé l'obscurité de l'autre côté. Mais ce qu'il remarquait, c'est que quand il y avait une vitre, ok, du verre, là, la, le spark devenait plus difficile à créer. Donc, il fallait qu'il réduise la longueur du gap, ok, pour voir apparaître l'étincelle. En enlevant la fenêtre de verre, il pouvait faire des étincelles plus facilement. Ok. Euh, puis en plus, quand il remplaçait le verre par du quartz, il remarquait qu'il n'y avait pas l'effet de variation de la distance, du gap en français. Ok. Donc, bon, ça, c'était vraiment une observation pour lui. Lui, c'était pas ça qu'il cherchait à observer, mais c'était quelque chose qu'il observait. Donc, il a rapporté ces observations-là. Sauf que ces observations-là ont mené une gang de physiciens à s'attarder à ce phénomène-là. Ok. Donc, c'était au début de l'étude des rayons cathodiques, entre autres. Euh, tout ce qui était rayonnement était vraiment fashion à cette époque-là. Puis, évidemment, quand vous trouvez quelque chose qui est inexplicable, je vous dis, là, si vous voulez qu'il y ait une gang de physiciens qui viennent travailler chez vous, là, vous avez juste besoin de montrer quelque chose qui ne se comprend pas, puis ça va attirer les physiciens. C'est aussi simple que ça. Ok. Les physiciens sont attirés par les choses qui sont inexplicables. Ok. C'est comme dans nos gènes. Donc, pardon. Encore à cette époque-là, c'était mal compris. C'est difficile de reproduire des expériences de façon systématique pour étudier l'effet photoélectrique. Puis aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les premières études vraiment précises d'effets photoélectriques, je
je vous montre. En fait, ça vient pas de moi, là. Je veux dire, euh, c'est vraiment l'expérience d'effet photoélectrique telle qu'elle était faite quand on a commencé. Autrement dit, bon, je reviens. Hertz, lui, l'effet photoélectrique, c'était juste une observation qu'il faisait, qui n'était pas rattachée principalement à ce qu'il voulait étudier. Ok? Hertz voulait émettre puis détecter des ondes électromagnétiques. Donc pour lui, l'effet photoélectrique, c'était quelque chose de très secondaire. C'était pas son objet d'étude. Ok? Ici, par contre, il y a des gens qui ont commencé à étudier l'effet photoélectrique de façon systématique, puis à essayer d'établir les propriétés de l'effet photoélectrique vraiment plus précises. Donc, vous remarquerez ici, là, il y a des physiciens qui ont travaillé là-dessus pour essayer de trouver des façons d'analyser quantitativement, là, pas juste qualitativement, mais vraiment quantitativement l'effet photoélectrique. Puis, un des appareils qui était utilisé, c'était un électroscope. Ok? Donc, un électroscope, c'est quelque chose qui mesure une charge électrique sur lequel on déposait une plaque de zinc qu'on chargeait négativement au préalable. Donc, je vous laisse. Monsieur ici, là, j'ai pas son nom, là, mais franchement, c'est très bien expliqué. Mais c'est en anglais, je vais vous commenter ça One s'il of the faut. big ideas in physics is that light can behave as waves or particles. And this demonstration of the photoelectric effect is a really great way of introducing that idea. What I've got here is a zinc plate. And if you want the demonstration to work, it's absolutely essential to give it a good scrub on both sides with a bit of iron wool. And that just removes the surface oxide layer. Donc, on enlève la couche même si on ne le voit pas, il y a une couche d'oxyde de zinc qui se fait à la surface. Donc, c'est une plaque de zinc. On gratte la plaque de zinc pour enlever l'oxydation, pour favoriser l'effet photoélectrique. Ok, donc, comme il dit, c'est important. Vous prenez une laine d'acier, vous grattez une plaque de zinc. Évidemment, c'est pas tout le I monde then qui a une place plaque the de zinc plate chez eux. on top of this gold leaf electroscope. Donc ça, c'est un électroscope avec une feuille d'or ici. Donc ça, c'est une feuille d'or. Une feuille d'or, c'est pourquoi? C'est parce que c'est souple et c'est très, très, très mince. Ok? Donc c'est facile à déplacer. Ok? I've also got an ordinary desk lamp and a UV lamp. Now, in order for the demonstration to work, this plate has to be negatively charged, and I can do that using the method of charging by induction. Now, let me show you that again. I've got a Perspex rod here, which I can make positively charged by rubbing with this bit of cloth. I bring the rod close to the plate, touch the plate with my finger, remove my finger, then remove the rod. C'était chargé Now watch what happens when négativement. I shine. Donc là, la plaque a été chargée négativement. Donc dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est trouvé à aller, en bon français, excusez, là, mais domper un surplus d'électrons sur la plaque. Ok? Donc ça a chargé l'électroscope négativement. Vous avez vu la feuille d'or qui s'est soulevée comme ça. Ok? Invisible light onto the plate. Donc on prend de la lumière blanche, normale, entre guillemets, là. On voit rien. Absolutely nothing. That's actually a really important part of the demonstration. Moi, c'est ça que je trouve le fun aussi. Tu sais, on dit, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. C'est une partie absolument cruciale de l'expérience. Ok, ouais, c'est ça. C'est pas pour rien que les expériences en physique sont souvent moins spectaculaires que les expériences en chimie, là. On n'est pas en train de sacrer le feu à quelque chose ou en train de faire. Tu sais, non, non, non. On met une lampe sur la plaque de zinc. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Puis c'est une partie importante de l'expérience de réaliser qu'il se passe rien. Ok? Bon, je peux pas vous reprocher euh, de pas être tombé en bas de votre chaise. Ok? Your students need to notice that with visible light, nothing happens. But watch what happens when I shine ultraviolet light. Là où ça devient intéressant, c'est quand on prend une lampe ultraviolette. Ok? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez la charge You can négative qui see that the disparaît. gold leaf immediately starts to fall. And that must mean that the UV light is somehow discharging the electroscope. We know that we started with negative charge on the plate, so the UV light must somehow be releasing the electrons. Donc c'est ce qu'on observe. On sait qu'au départ, notre plaque de zinc était chargée négativement. Donc il y avait un surplus d'électrons sur la plaque de zinc. En éclairant avec une lampe ultraviolette, ce qu'on remarque, c'est que la charge négative disparaît. Ok? L'électroscope se replie sur lui-même. Ce que ça veut dire, c'est que d'une façon ou d'une autre, les électrons
disparaissent. Les électrons qui étaient là en surplus sont éjectés de la surface de la plaque. Donc, pourquoi ça marche avec la lumière blanche? Pourquoi ça marche pas, pardon, avec la lumière blanche, mais que ça fonctionne avec la lumière ultraviolette? Ça, c'était longtemps un objet de questionnement. C'est pas simple. Ce que ça indique, c'est qu'il y a une dépendance sur la. En fait, sur qu'est-ce qui distingue la lumière blanche de la lumière ultraviolette? Ben, c'est essentiellement la longueur d'onde. OK? Donc, la lumière visible a une longueur d'onde de l'ordre de 4 à 700 nanomètres. La lumière ultraviolette peut avoir des longueurs d'onde de 100, 200, 300 nanomètres. Donc, la longueur d'onde est différente pour les deux. Mais comment est-ce que la longueur d'onde peut avoir une importance à jouer dans l'apparition ou non de l'effet photoélectrique? Ben, la réponse courte à ça, c'est que si vous n'avez pas trouvé la solution, dites-vous que vous êtes normal. Ça a pris Einstein pour trouver la solution à cette question-là. OK? Puis c'est mérité un prix Nobel pour ça, donc soyez pas stressés si vous n'avez pas deviné la solution encore, ok? And the important thing to notice is that it's the frequency of the light that makes a difference. La longueur d'onde ou la Remember, with a fréquence. visible Ok. light, it doesn't matter how bright it is or how long it shines for. It doesn't release any electrons. Now, this phenomenon cannot be explained using a wave model of light, but we can understand it if we adopt the idea that radiation arrives at the plate as packets of energy, which we can call quanta or photons. A single photon of UV light can release a single electron from the plate. However, a single photon of visible light has less energy and so cannot release an electron. Now, this is a relatively simple demonstration to do, but it took the genius of Albert Einstein to explain what was going on. And it was for that work that he was awarded the 1921 Nobel Prize, not his work on relativity. Donc, ça vous donne une idée, là. Franchement, moi, je trouve que c'est bien résumé. Euh, c'est une expérience pour laquelle, en fait, c'est une version. Donc, c'est pas ça l'expérience que Hertz faisait, ok? Hertz faisait une autre expérience où il se préoccupait pas d'observer ça directement. Il observait ça par la bande, en bon français, mais il arrivait. C'était pas son objet d'étude, c'était pas de façon systématique. Ça a pris d'autres physiciens par la suite. Là, on parlait de Sokov, puis d'une série de physiciens qui ont commencé à travailler là-dessus. Hallwachs, Ur, Higgs, Stoletov, c'est pas nécessairement des gars que je connais, ben franchement, là, mais qui ont travaillé de façon systématique. Vous avez aussi Philippe Lénard qui a travaillé là-dessus. Là. Celui-là, on va y revenir en fait assez rapidement parce que c'est assez intéressant pour la petite histoire. Là. Mais c'est tout un ensemble de physiciens. Là, eux ont décidé qu'ils travaillaient là-dessus, puis là-dessus exclusivement. Donc le setup conventionnel pour étudier l'effet photoélectrique, okay, ça c'est la même expérience dans le fond. Une source de lumière ultraviolette, une plaque de zinc chargée négativement, on voit la charge disparaître. Okay. Euh, Philippe Lénard a été un des premiers physiciens, encore là, à étudier ça de façon très très systématique. Donc, ce qu'on savait, ok, c'est que il y avait, quand la lumière venait frapper la plaque de métal, la plaque de zinc ici, on savait qu'il y avait des électrons qui étaient éjectés. Ok. Donc, l'idée de Lénard, c'était d'aller mettre une cathode à l'autre extrémité. Ok. Donc, vous aviez une anode, une cathode. Les électrons étaient éjectés de l'anode, puis étaient capturés par la cathode. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, soudainement, vous avez des électrons qui arrivent ici. Les électrons vont vouloir retourner de l'autre bord de la plaque, puis vous allez avoir comme ça un courant électrique qui va être établi. Ok. Donc, l'effet photoélectrique, c'est pas l'apparition du courant. Ok. L'effet photoélectrique, ça se produit même quand il n'y a pas un dispositif comme ça. L'effet photoélectrique, pardon, on y revient, ce n'est que le fait que la plaque, excusez, c'est quand la lumière frappe la plaque, ok, il y a des électrons qui sont éjectés. C'est ça l'effet photoélectrique. Pardon. Pourquoi Philippe Lénard a étudié ça en détail? Ben, c'est parce que pour observer le mieux possible, lui, il travaille sur les rayons cathodiques. Ok. On sait que les rayons cathodiques aussi, on sait aujourd'hui, là, c'est des électrons qui sont éjectés. Donc, c'était le même principe de voir des électrons se déplacer. Ok. C'est ça que Philippe Lénard étudiait. Donc, quand il a vu que l'effet photoélectrique était capable d'arracher des électrons, ben, il y avait des analogies très fortes avec les rayonnements cathodiques. Donc, il a décidé d'étudier ça aussi en détail. Okay.
pourquoi Lénard était si bon que ça pour travailler là-dessus? Entre autres, c'est parce que pour étudier l'effet photoélectrique, quand vous avez des électrons qui se déplacent librement, ben c'est pas facile, ok, pour les électrons de se déplacer librement dans l'air, par exemple. Ils vont entrer en collision avec plein d'atomes. Ça, c'est observé assez rapidement que le rayonnement cathodique, c'était pas des ondes. Parce que quand ils se déplaçaient dans un milieu dense comme l'air, ok, qui est relativement dense, ben, il y avait de la diffusion de ces particules-là. Puis ça, c'était un résultat expérimental qui avait été établi de mémoire, entre autres, par Philippe Lénard. Donc, on savait déjà que le rayonnement cathodique n'était pas du rayonnement comme les autres parce que c'était pas des ondes, le rayonnement cathodique. OK? Donc, ce qu'on essayait de faire, c'est qu'on essayait de faire le vide dans une enceinte parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui s'opposait au déplacement des rayons cathodiques, puis c'était plus facile d'étudier leur comportement à ce moment-là. Mais, d'un autre côté, c'était pas simple non plus parce que ne pouvait pas faire le vide dans l'ensemble d'une pièce. OK? Donc, si on avait fait le vide dans une enceinte, mais là, ça devenait difficile d'étudier à l'intérieur de l'enceinte parce qu'il y avait le vide dedans. Donc, comment est-ce qu'on réussissait à étudier des phénomènes sous vide? C'était pas super facile. Philippe Lénard était un expérimentateur très doué puis très minutieux. Il avait réussi à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des fenêtres de Lénard. Donc, c'est une petite ouverture, une petite mince plaque métallique. Donc, on prenait une plaque de métal suffisamment mince pour laisser passer le rayonnement, mais suffisamment épaisse pour résister à la différence de pression. OK? Donc, on veut quelque chose qui est à la fois mécaniquement rigide pour supporter la différence de pression, parce qu'on se souvient, une différence de pression, ça crée une force, OK? Mais suffisamment mince pour laisser passer le rayonnement. Donc, Philippe Lénard était bon pour faire ça. Il en a profité pour faire des tubes euh, pour étudier l'effet photoélectrique dans le détail. OK? Donc, lui, il avait sa plaque de métal, une cathode, puis il avait euh, il, il était capable d'appliquer une source de voltage externe, ajustable, puis pardon, il mesurait le courant dans son appareil. Philippe Lénard, pour la petite histoire, c'est un personnage euh, assez spécial. OK? Donc, Philippe Lénard, on dit c'est un physicien allemand d'origine. De quelle origine, excusez, là? Une seconde, je retrouve mon curseur. Le combat de ma vie à retrouver mon curseur sur mon ordi, là, c'est. Ok, donc, Philippe Lénard, on a sa page wiki ici. C'est ça, il était hongrois, ok. Mais il a immigré assez rapidement, donc c'est mérité un prix Nobel pour ses travaux sur les rayons cathodiques, justement. Euh, bon, c'est ça, il a immigré en Allemagne assez rapidement. Il a travaillé longtemps en Allemagne. En fait, on dit Lénard était un nationaliste et un antisémite. Ok, Lénard était un, comme j'écrivais ici, là, un farouche militant nazi. Ok, donc Lénard, à une certaine époque, ok, fallait être membre du Parti national socialiste si tu voulais avoir une job dans une université, par exemple. Ok, fallait que tu sois sur papier un nazi pour être prof d'université. Ok, mais Philippe Lénard, il était nazi avant que ça soit cool ou obligatoire d'être nazi. Là. Lui, il était volontairement un fucking nazi. OK? Donc, lui, là, la science Einstein, Einstein étant juif, OK? Einstein, il voulait rien savoir des travaux d'Einstein. Il a été longtemps, il a travaillé fort pour développer, pardon, une vue de la physique qu'on dit la physique, la Deutsche Physik, là, donc c'est vraiment, vous irez voir ça, c'est assez fascinant en soi, ok? C'est la physique arienne, c'est vraiment un courant de pensée qui disait que la physique occidentale, là, juive pour eux autres, que ça valait pas de la merde, puis que il n'y avait que la physique allemande qui valait quelque chose, ok? Donc, c'était un gros courant de pensée antisémite là, qui s'est développé. Vous avez plusieurs chercheurs qui ont quand même collé à cette idée-là. Puis, Philippe Lénard était leur leader, là, essentiellement. OK? Donc, il y a eu des discussions assez sérieuses, assez sévères entre Philippe Lénard et Albert Einstein. Mettons que Lénard n'était pas un grand fan des travaux d'Albert Einstein. OK?
Donc, vous irez un petit peu là-dessus. Les mélanges, justement, apparaissent assez rapidement. C'est lui, pendant le règne de Adolf Hitler, qui était responsable du programme scientifique allemand. OK, là. Donc, il a été mis en charge. C'est ça. Il était un advisor à Adolf Hitler. Il était le chef de la physique aérienne sous les nazis. OK? Donc, faut garder ça à l'esprit un petit peu, mais ça fait pas de lui nécessairement quelqu'un qui a fait de la mauvaise science, ça fait juste de lui quelqu'un qui avait quasiment pas de morale, selon moi. Là. Mais bon, ça veut pas dire que tout ce qu'il a fait était acheté aux poubelles. Il a quand même été un bon physicien malgré tout ça, et je ne veux vraiment pas excuser son comportement. Il a été, en fait, il est mort en 47, donc il a survécu à la Deuxième Guerre. Il a été, tu vois, il avait 83 ans en 45 quand les Allemands se sont fait kicker de la... Quand les Allemands ont perdu la guerre, il était encore prof. Ben, non, on dit qu'il a pris sa retraite en 31, mais il était prof émérite. Là. Donc, autrement dit, un prof émérite, c'est essentiellement un prof à vie. Là, puis, tant qu'il décide qu'il fait de la science, il peut en faire comme il veut. Euh, je dirais, c'est assez fascinant. Là. La vie de Philippe Lénard, là, c'est quelque chose en soi. Mais bref, revenons sur notre sujet principal. Euh, que- comment Philippe Lénard expliquait l'effet photoélectrique? En fait, il n'arrivait pas à l'expliquer. C'est tout simple que ça. Il y a plusieurs des observations qu'il faisait qui étaient complètement déconcertantes. Puis, mais son dispositif expérimental était vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Puis, et ça lui permettait d'observer plusieurs choses. Entre autres, ok, qu'est-ce que ça lui permettait d'observer? Ça lui permettait d'observer, euh, il pouvait, tu sais, je vous parlais qu'il y avait une différence de potentiel variable, là, ok, qu'il pouvait installer entre les deux, entre l'anode collectrice et la cathode émettrice. Excusez, je me suis trompé tantôt. Ok. Donc, il pouvait mettre la différence de potentiel soit pour attirer les électrons vers le fil collecteur. Donc, vous avez l'anode ici qui collecte les électrons. Imaginez qu'il n'y a aucune différence de potentiel externe. Une différence de potentiel, c'est quoi dans le fond? Ça crée une force qui va attirer ou repousser les électrons. Pour nous, même si vous n'avez pas fait de physique 2, voyez ça comme ça. Donc, excusez là. Une différence de potentiel, c'est quelque chose qui va attirer ou repousser les électrons. OK? Donc, si vous avez aucune différence de potentiel entre la cathode et l'anode, ok, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ben, il y a un paquet d'électrons qui sont éjectés. Il y a une certaine proportion de ces électrons qui vont spontanément aboutir sur l'anode, juste par coïncidence à la limite. Donc, vous allez avoir un certain courant électrique qui va apparaître dans votre circuit, même en absence de différence de potentiel externe. OK? C'est important de vraiment comprendre ça. La lumière éjecte les électrons. Il y a une partie des électrons qui va s'adonner à être captée par l'anode, puis vous allez avoir un certain courant électrique qui va apparaître même en absence de différence de potentiel externe. OK? Donc, aucune différence de potentiel, vous avez un certain courant. Ensuite, ce que Lénard faisait, c'est qu'il installait une différence de potentiel attractive. OK? Donc, il créait une force qui allait attirer les électrons vers l'anode. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une plus grande proportion des électrons qui vont tomber sur l'anode. Donc, au lieu de s'en aller dans n'importe quelle direction, ils vont partir dans n'importe quelle direction, mais être attirés vers l'anode. Donc, il va y avoir une plus grande fraction des électrons qui va être captés par l'anode. Ça va faire augmenter le photocourant. OK? À un moment donné, on atteint un certain plateau. OK? Pourquoi? Ben, vous avez beau augmenter la tension attractive, ça ne fait pas éjecter plus d'électrons. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. La quantité d'électrons qui est éjectée ne dépend que de l'intensité de la lumière qui frappe la plaque. Donc, tant que vous ne changez pas l'intensité de la lumière, vous n'allez pas faire apparaître plus d'électrons. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez collecter une plus grande fraction de ces électrons-là. Bien, imaginez que vous montez tellement la tension d'attraction que vous captez tous les électrons qui sont éjectés. Mais à un moment donné, il va apparaître un plateau où vous aurez beau continuer d'augmenter la tension d'attraction, la rendre plus grande,
vous ne ferez pas apparaître plus d'électrons pour autant. Comme vous en captez déjà 100%, ben, vous ne pourrez plus faire augmenter le courant. Ce qu'on remarquait, c'est que justement, on atteignait un plateau. Si on augmentait l'intensité de la lumière qui frappait la plaque, on augmentait le courant. Donc, on avait par conséquent plus d'électrons qui étaient éjectés de la plaque. C'est ça qu'on en comprenait. OK? Donc ça, c'était quand on mettait son dispositif en mode tension d'attraction. Évidemment, on pouvait renverser la différence de potentiel, puis au lieu de créer une force qui attire les électrons vers l'anode, on pouvait créer une force qui repousse les électrons de l'anode. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? OK? À ce moment-là, on observe que quand on met une tension d'opposition qu'on appelle, ben, la différence de potentiel va s'opposer au déplacement des électrons vers l'anode. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente la tension d'opposition, c'est de plus en plus difficile pour les électrons de se rendre à l'anode. Donc, au début, il y en a encore qui vont se rendre, okay? Essentiellement les plus énergétiques des électrons. Mais au fur et à mesure qu'on augmente la tension d'opposition, ça devient de plus en plus difficile pour les électrons d'atteindre l'anode, puis le courant devient de plus en plus faible dans votre circuit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a moins de lumière, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a moins d'électrons qui sont éjectés par la lumière. Ça veut juste dire que parmi tous les électrons qui sont éjectés par la lumière, il y en a de moins en moins qui réussissent à se rendre à l'anode, donc à alimenter le courant. Donc ça fait réduire le courant qu'il y a dans le fil. À un moment donné, on continue d'augmenter la tension d'opposition. À un moment donné, on va rendre le courant égal à zéro parce que c'est rendu tellement difficile pour les électrons de se rendre à l'anode qu'il n'y en a plus un qui réussit à se rendre à l'anode, tout simplement. Puis à ce moment-là, on a complètement coupé le courant dans notre circuit, puis on mesure un courant égal à zéro, tout simplement. OK? Donc, quelles sont les observations de Philippe Lénard? Les observations de Philippe Lénard sont résumées par deux graphiques. OK? Essentiellement celui-ci, là, OK? Donc, un graphique où on indique l'intensité du courant en fonction de la différence de potentiel qui est appliquée. OK? Euh, Ce qu'on remarque, c'est que dans la mesure où la fréquence dépasse une certaine fréquence seuil, là, ça, on va y revenir dans 2 secondes, okay, l'effet photoélectrique va se manifester. Qu'est-ce qui se passe si on augmente l'intensité de la lumière? On augmente l'intensité du photocourant, mais le potentiel d'arrêt, lui, reste le même dans les deux cas. Okay. Donc ça, c'est son premier graphique où c'est un premier graphique où on mesure l'intensité du photocourant, du courant photoélectrique, en fonction de la différence de potentiel externe qui est appliquée. OK, pardon. Je suis rendu où là? OK, je suis rendu ici. Donc, on mesure l'intensité du courant en fonction de l'intensité de la lumière, en fonction de la différence de potentiel qui est appliquée pour différentes intensités lumineuses. OK? Donc, ça, va falloir expliquer ce graphique-là, autrement dit. L'autre graphique qu'on va vouloir expliquer, c'est celui-ci. On observe qu'il y a une dépendance entre le potentiel d'arrêt puis la fréquence de la lumière qu'on utilise. Donc, on parlait en termes de longueur d'onde aussi. On se souvient, là, la fréquence. Voyons, excusez. La longueur d'onde et la fréquence, là, le produit des deux doit donner la vitesse de propagation des ondes. Là. V est égal à lambda fois F. Là, ben, ça marche aussi avec la lumière. Donc, les ondes lumineuses se déplacent toutes à la vitesse C. Ils ont une longueur d'onde et une fréquence, ces ondes-là. Okay? Donc, on remarque que l'effet photoélectrique, premièrement, ne se produit pas tout simplement en bas d'une certaine fréquence. L'effet photoélectrique ne se produit pas. Puis, on remarque que le potentiel d'arrêt augmente avec la fréquence. Au-delà d'une certaine fréquence seuil, il y a une dépendance linéaire en fait entre le potentiel d'arrêt puis la fréquence seuil. Okay? Puis la fréquence de la lumière, pardon. Je répète. Au-delà de la fréquence seuil, il y a une dépendance linéaire entre le potentiel d'arrêt et la fréquence de la lumière qu'on utilise. Donc ça aussi, ça avait été établi par Philippe Lénard. Puis Philippe Lénard n'arrivait pas à comprendre du tout ce qu'il observait. Okay? Puis utiliser le modèle classique de la lumière pour essayer d'expliquer les observations était un projet qui était complètement voué à l'échec parce que c'était impossible okay, d'expliquer ça. L'effet photoélectrique restait quelque chose d'inexplicable par la physique classique.
Donc, juste pour avoir des idées de grandeur, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble. Excusez, je suis encore en train de chercher mes fenêtres. On va venir regarder, commencer à faire des exercices. OK? Donc, on va regarder ensemble. Hey, my God. Sérieux, là, je pense que ce cours-là pourrait s'appeler Il est où mon curseur? Merci, il est ici. OK? Donc, on va regarder ensemble la question 1. OK? On vous dit, on prend des mesures sur une cellule photoélectrique. On constate que le potentiel d'arrêt est de 2,5 volts. Quelle est l'énergie cinétique maximale puis la vitesse maximale des électrons émis? Okay? Donc, juste avant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'effet photoélectrique. C'est un simulateur de fait là, ici. Là, je vous reviens dans 2 secondes. Donc, on a ici un simulateur d'effet photoélectrique. Okay? On peut ajuster l'intensité de la lumière. On peut ajuster la longueur d'onde de la lumière. Puis, on peut modifier la tension, soit en opposition, soit en attraction. Ici, la seule chose avec celui-là à laquelle il faut faire attention, c'est que là, ici, on n'a aucune différence de potentiel externe. Okay? Euh, Normalement, c'est pas tous les électrons qui sont éjectés qui s'en vont sur la plaque. Ils s'en vont un peu dans toutes les directions. Donc ça, cette simulation-là traduit mal le fait que c'est pas tous les électrons qui s'en vont automatiquement vers l'anode. Okay? Il y en a qui s'en vont dans n'importe quelle direction, en fait. Puis ici, on voit mal, en fait, l'influence de la tension d'attraction. Ce qui est bon, par contre, c'est qu'on remarque que tous les petits électrons ici ne sont pas émis avec toute la même vitesse. Okay? Quand ils sortent de la plaque de métal, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Okay? Puis ça, c'est plus important comme résultat pour nous. Pourquoi ils n'ont pas toute la même vitesse? Ben, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas tous éjectés. Tu sais, la plaque, là, a une certaine épaisseur. Donc, vous avez des électrons qui sont très, très superficiels, okay? Qui sont éjectés très facilement, qui vont acquérir une grande énergie cinétique. À l'inverse, vous avez des électrons qui sont éjectés de plus profondément dans la plaque. Donc, si l'électron est plus creux dans la plaque, déjà, juste pour sortir de la plaque, ça va y prendre une certaine quantité d'énergie. Donc, au moment où il va réussir à sortir de la plaque, il va avoir tout simplement moins d'énergie qu'un électron qui a été éjecté de la surface. Okay? Donc, plus l'électron est éjecté d'une profondeur importante à l'intérieur de la plaque de métal, moins il va avoir d'énergie au moment où il va sortir de la plaque de métal. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut augmenter le potentiel d'arrêt à 2,5 volts pour couper. Si on vous dit que le potentiel d'arrêt est de 2,5 volts, ça veut dire qu'il faut mettre une tension d'opposition de 2,5 volts pour couper le courant. Ici, dans l'expérience, là, c'est sûr que c'est pas le cas. Là. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met une tension. Oups, tu vas aller, j'ai déjà mis beaucoup trop grande. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets la tension d'opposition euh, à, par exemple, moins 0,6, j'ai presque complètement coupé le courant. OK? Qu'est-ce que je remarque? Ben, les électrons qui partent avec le moins d'énergie sont tout de suite revirés de bord. OK? Les électrons qui partent avec plus d'énergie vont monter plus loin avant d'être repoussés. Puis les électrons qui partent avec le plus d'énergie, eux autres vont réussir. Vas-tu réussir? Non, ils ne réussissent pas. Mais il y en a qui réussissent à se rendre. OK? Donc, il y en a moins, il y en a une plus faible proportion qui réussit à se rendre jusqu'à l'anode collectrice ici. Donc, le courant que vous allez observer est plus faible. À un moment donné, vous avez ce qu'on appelle le potentiel d'arrêt, qui est le potentiel qu'il faut mettre pour vraiment couper tout. OK? Donc, à 0,8, là, même à une différence de 0,2 volts, là, c'est assez. Il n'y a plus un électron qui réussit à se rendre à la plaque de métal. Donc, on a complètement coupé le courant. OK? Donc, c'est ça qu'on veut dire. Donc, ici, dans l'exemple, on dit en prenant des mesures sur une cellule photoélectrique, on constate que le potentiel d'arrêt est de 2,5 volts. Pardon. Quelle est l'énergie cinétique maximale et la vitesse maximale des électrons qui sont émis? Donc, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Ben, nous, ce qu'on sait, c'est que on va utiliser la conservation d'énergie, tout simplement. OK? Donc, votre électron qui est éjecté avec une certaine énergie va s'arrêter à un moment donné. Il ne se rendra pas à la plaque. OK? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une conversion d'énergie, OK, en deux formes. Au début, notre électron qui est éjecté de la plaque de métal, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une grande quantité d'énergie cinétique. OK? Il se déplace vite. Il contient donc de l'énergie cinétique. À la fin, clairement, il n'y a plus d'énergie cinétique.
OK, on l'observe, il est ici. OK. Rendu là, mettons, là, mon électron, il n'y a plus d'énergie cinétique. Sauf que l'énergie n'est pas disparue. Est où l'énergie? Ben, l'énergie a été stockée temporairement dans le champ électrique sous forme d'énergie potentielle électrique. Donc, c'est la même analogie, OK, que si je prends une balle puis je la lance dans les airs. Donc, prenez là, la photo que vous voyez là, puis relevez-la comme ça. OK? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelqu'un ici qui lance une balle. OK? Vous voyez quelqu'un ici qui lance une balle vers le haut. OK? Cette balle-là ralentit sous l'action de la gravité. OK? Donc, au moment où la balle est rendue en haut complètement, pour, en mécanique classique, l'énergie n'est pas disparue. Oui, il n'y a plus d'énergie cinétique. Mais l'énergie est conservée. L'énergie est où? L'énergie va avoir été stockée dans le champ gravitationnel sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est ce qu'on voit en mécanique. Ben ici, c'est la même chose, sauf que la force qui s'oppose au mouvement des électrons, c'est pas la force gravitationnelle, c'est la force électrique. Donc l'énergie, momentanément, est où? L'énergie va avoir été stockée sous forme d'énergie potentielle électrique ici. OK? Donc si notre électron a été complètement stoppé, c'est que toute l'énergie qu'il y avait sous forme initiale cinétique va avoir été transformée sous forme d'énergie potentielle électrique. OK? Donc ça, même si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas fait le cours de physique 2, ben, comme je vous dis, c'est une pure analogie avec la gravité. OK? Donc, si vous avez une balle, vous la lancez dans les airs, au fur et à mesure qu'elle monte, elle ralentit, elle s'arrête, puis après ça, elle retombe au sol. Ben, au moment où la balle est dans les airs et qu'elle ne bouge plus, l'énergie est rendue où? L'énergie a été stockée temporairement sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. On appelle ça de l'énergie potentielle parce que c'est une énergie qui a le potentiel de faire un travail. Donc, c'est pour ça que quand la balle retombe où elle était au début, ben, elle reprend sa vitesse parce qu'elle a récupéré l'énergie cinétique qui lui appartenait, entre guillemets. OK? Ben, il y a le même phénomène qui se produit avec la force électrique. La force électrique, c'est une force conservative. C'est une force qui a la propriété de stocker de l'énergie sous forme d'énergie potentielle dans un champ. OK? C'est juste que c'est pas la même façon pour la calculer. Okay? Donc, si l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est la force mg fois la hauteur h, ben ici, bon, l'énergie cinétique, c'est demi k fois demi fois m fois la vitesse au carré, pardon. Euh, à la fin, l'énergie potentielle électrique, sa grandeur, c'est juste quand vous avez une charge, c'est Q fois la différence de potentiel. Donc, E fois la différence de potentiel, ici. Puis la charge d'un électron, c'est E. Okay, c'est moins Q fois V, là, mais c'est pas important. L'important, c'est que la grandeur de l'énergie potentielle, euh, quand votre électron traverse une différence potentielle de V volts, ben, il va gagner ou perdre E fois V volts joule d'énergie. Okay? Ici, il a perdu E fois V volts joule d'énergie parce que le champ a gagné E fois V volts d'énergie. Okay? Donc, toute l'énergie a été stockée sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle dans le champ. Ici, c'est combien ça vaut E fois V. Si on cherche ici, quelle est l'énergie cinétique maximale, mais c'est E fois V. Donc, mon électron a une charge de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Okay. On travaille en CGS, en mètres kilogrammes seconde, en métrique. Okay. Puis, donc ça, c'est une charge de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Évidemment, vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur. Okay. Puis nous, on a dit, on a traversé une différence de potentiel de 2,5 volts. Des volts, c'est des joules par coulomb. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une énergie de 4 fois 10 à la moins 19 joules. Quelle est la vitesse? Donc, quelle est la vitesse maximale de mes électrons? Alors, c'est que KI qui est égal à 4 fois 10 à la moins 19 joules est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse initiale au carré. La masse d'un électron, c'est 9,11 fois 10 à la moins 31 kg. Donc, la vitesse qui est égale à 4 fois 10 moins 19. Donc, la vitesse initiale de mes électrons, 9,4 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Donc, essentiellement, 10 à la 6 mètres par seconde. La vitesse de la lumière, 10 à la 8 mètres par seconde. 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, moins de 1% de la vitesse de la lumière. Ce qui est
pas super lent, là, mais ce qui n'est pas incroyablement rapide non plus. Là. On est dans le domaine de la mécanique classique ici. On n'a pas besoin de se préoccuper des corrections dues à la relativité ou quoi que ce soit. OK? Donc, encore là, on voit ça euh, comme étant interprétable par le modèle classique. On n'a pas besoin de relativité pour expliquer l'effet photoélectrique dans l'esprit de Philippe Lénard, mettons. OK? Ce qui est bon parce que Philippe Lénard ne veut rien savoir, pour rester poli, de la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, pardon. Comment, ça c'est juste des ordres de grandeur. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va essayer d'expliquer ok, les observations à l'aide du modèle classique. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est faire une liste de 7 observations qu'on a faites. Puis, je vais vous montrer d'où ils viennent ces observations-là, puis comment est-ce que ça fonctionne ou pas. Ok, là, donc, je vais juste installer mes affaires. Alors, à la question 2, on demande justement, parmi les caractéristiques de l'effet photoélectrique énoncées ci-dessous, lesquelles sont inexplicables à partir du modèle classique de l'onde électromagnétique? Donc, est-ce que oui ou non, ça marche ou pas avec le modèle classique? Ok. Donc, on dit en A, si on met la tension de la pile attractive, augmenter la tension fait augmenter le courant jusqu'à ce qu'une certaine tension maximale au-delà de laquelle le courant augmente plus. Bref, si on augmente la tension d'attraction, on fait augmenter le courant jusqu'à un certain plateau, au-delà duquel on a beau continuer d'augmenter, ça ne change rien. En fait, ça s'explique assez bien avec le modèle classique. Euh, Pourquoi? Ben, on a des électrons qui sont éjectés par une onde. L'onde, en fait, le modèle classique, là, si on revient là-dessus juste avant, là, c'est quoi? Ok, c'est quoi le modèle classique? Dans le modèle classique, ce qu'on a, c'est qu'on a une onde électromagnétique. Ok? L'onde électromagnétique, pardon, dans le fond, c'est un champ électrique d'intensité variable. Si on augmente l'intensité du champ électrique, on crée un plus grand champ électrique, on crée une plus grande force électrique sur les électrons. Les électrons sont susceptibles à la force électrique. Donc, de créer une plus grande force électrique, ça crée, on arrache plus facilement des électrons dans le modèle classique parce qu'on a une force plus intense quand on a une plus grande intensité lumineuse. OK? Donc, est-ce que ça fonctionne avec les observations qu'on fait? Ça, c'est notre histoire. Donc, d'augmenter la tension, ben justement, on est ici, ça pose pas de problème. OK? Pourquoi? En A, ben, si la tension est attractive, on peut augmenter la tension, on va capturer une plus grande proportion des électrons injectés, puis ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Donc en A, ça, aucun problème. OK. En A, le modèle classique, là, est-ce qu'il passe le test? En A, le modèle classique passe le test. OK? En B, augmenter l'intensité provoque une augmentation du courant. Donc, si on l'observe comment, ben, si je prends une intensité 2 plus grande que l'intensité 1, je remarque que le courant est plus grand. Ça, c'est une observation expérimentale, entre autres de Philippe Lénard, là, mais ça s'explique bien avec le modèle classique. OK? Pourquoi? Ben, si j'ai une plus grande intensité lumineuse, j'ai une plus grande force électrique, donc je m'attends à ce que j'arrache plus d'électrons, donc je m'attends à ce que le courant augmente. Donc, le modèle classique fonctionne bien pour expliquer B aussi. En C, lorsque la tension de la pile est répulsive, augmenter la tension provoque une diminution du courant jusqu'à une certaine tension maximale où on a complètement coupé le courant. Ben, ça aussi, il n'y a pas de problème avec le modèle classique. C'est sûr, nous, on a la lumière qui éjecte des électrons. Couper, faire une tension de position, ça devient de plus en plus difficile pour les électrons de se rendre à l'anode. Puis à un moment donné, on met tellement de grande tension de position qu'on coupe complètement le courant. Donc dans le modèle classique, les observations AC sont elles aussi explicables. En D, on dit aucun électron n'est émis pour une fréquence inférieure à la fréquence seuil. Ça, c'est observé ici. Okay, là? Donc quand on regarde la fréquence seuil, ici, on remarque qu'il y a une fréquence en bas de laquelle il n'y a pas d'effet photoélectrique qui se produit tout simplement. Okay. Donc ça, par contre, ça commence à être plus compliqué. Parce que dans le fond, il est où le lien dans le modèle classique avec la fréquence? En quoi la fréquence de la lumière joue un rôle? Euh, on pourrait supposer dans le modèle classique que tant que l'intensité du champ électrique est suffisamment grande, qu'on devrait réussir à arracher des électrons
mais c'est pas ce qu'on observe. OK? Donc, en D, ça devient pas explicable par le modèle classique. OK? Euh, Pourquoi? Ben, parce que la fréquence ne joue aucun rôle dans le modèle classique à ce niveau-là. Puis qu'on pourrait supposer que peu importe la fréquence, tant que l'intensité du rayonnement est assez grande, la force électrique devrait être suffisamment grande pour éjecter des électrons, ce qui n'est pas ce qu'on observe. OK? En E, on dit que l'énergie cinétique maximale des électrons dépend de la fréquence de la lumière. Donc, comment ça, on l'observe? OK? Ben, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ici qu'on observe ça. OK? Donc, ce qu'on dit, c'est au fur et à mesure que j'augmente la fréquence de la lumière, OK? Qu'est-ce qui se passe? Le potentiel d'arrêt augmente. OK? Donc, on a une relation linéaire entre la fréquence de la lumière et le potentiel d'arrêt. Ce qu'on a vu dans l'exemple juste avant, c'est que le potentiel d'arrêt me renseignait sur l'énergie cinétique maximale des électrons. Parce qu'un électron qui est éjecté avec une certaine vitesse doit être soumis à un certain potentiel d'arrêt pour complètement lui soutirer cette énergie cinétique-là. Donc, euh, on observe que l'énergie cinétique maximale des électrons dépend de la fréquence de la lumière, mais dans le modèle classique, encore une fois, il n'y a aucune dépendance avec la fréquence de la lumière dans le modèle. OK? Donc, il n'y a pas de lien a priori dans le modèle classique entre pardon, l'énergie cinétique des électrons et la fréquence de la lumière. Non seulement il n'y a pas de lien évident, mais il y a un peu un résultat complètement contre-intuitif. Lui, à la limite, c'est pas le pire. F, on a une observation selon laquelle l'énergie cinétique maximale des électrons ne dépend pas de l'intensité lumineuse. Ça, où ça s'observe dans nos observations, où ça se trouve? Ça se trouve ici. Okay? Qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on remarque, c'est que indépendamment de l'intensité lumineuse, tant que la fréquence reste la même, le potentiel d'arrêt reste le même. Ça veut dire que les électrons qui sont éjectés par la lumière ont la même énergie cinétique indépendamment de l'intensité de la lumière qui frappe la plaque. Donc ça, c'est particulièrement en contradiction avec le modèle classique. Okay? Parce que dans le modèle classique, on se rappelle, on a un champ électrique variable. Plus l'intensité lumineuse est grande, plus le champ électrique est grand, plus la force qui éjecte l'électron est grande. Donc un électron qui est éjecté par une plus grande force devrait avoir une vitesse plus grande dans le modèle classique, devrait donc nécessiter un plus grand potentiel d'arrêt pour l'empêcher de se rendre à la plaque. C'est pas ce qu'on observe. OK? Donc, vous y repenserez à tout ça. OK? Là, je sais, ça va un petit peu vite. Là, OK? Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez réécouter. OK? Donc, je vous suggère peut-être de réécouter, là, puis de venir me voir pour me poser des questions. OK? Parce que franchement, c'est subtil, c'est deux graphiques assez abstraits, là, je vous le concède, là, mais la quantité d'informations qui est contenue là-dedans est quand même assez phénoménale. OK? Euh, Puis en G, on a une autre observation qui dit que même si l'intensité de la lumière est très faible, l'émission d'électrons va se faire de façon à peu près instantanée. Puis quand on dit à peu près instantanée, c'est qu'il se déroule normalement moins de 3 fois 10 moins 9 secondes. Okay, 3 fois 10 moins 9 secondes. Okay, entre le moment où la lumière frappe la plaque puis le moment où les électrons sont éjectés. Donc, dans la mesure où la fréquence est suffisamment grande, donc où la fréquence est plus grande que la fréquence seuil, il se passe moins de 3 fois 10 moins 9 secondes entre le moment où la plaque est éclairée et le moment où l'électron est éjecté. On pourrait supposer okay, que même si l'intensité était faible, dans le modèle classique, qu'est-ce qu'on supposerait avec une intensité faible? Ben, dans une intensité faible, on aurait une faible force qui agit sur un électron. Mais imaginez que vous avez justement un électron qui oscille, qui se met à osciller à la même fréquence que la force qui agit sur lui. Si on laisse la force agir sur lui pendant suffisamment longtemps, il va absorber de l'énergie, son mouvement va osciller avec une amplitude de plus en plus grande, puis à un moment donné, il va être éjecté de la plaque.
Fait qu'on pourrait supposer, en fait c'est une des prédictions du modèle classique, que même si on laisse la lumière agir suffisamment longtemps, tous les électrons devraient finir par être arrachés par la lumière, indépendamment de la fréquence, indépendamment de l'intensité de la lumière. Et c'est clairement pas ce qu'on observe. L'émission de la lumière, elle va se faire, pardon, l'émission des électrons va se faire de façon essentiellement instantanée si la fréquence est bonne, puis elle se fera jamais si la fréquence est trop basse. Okay? Donc ça, c'est le paquet d'observations qui ont été faites et pour lesquelles il fallait trouver une solution. Okay? Donc comment est-ce qu'on explique les observations, sachant qu'il y a beaucoup d'observations qui sont en contradiction avec l'expérience, avec le modèle classique, pardon. Je vous laisse 2 secondes pour trouver la solution. Puis comme je vous disais, si vous ne la trouvez pas, faites-vous-en pas. C'est Albert Einstein qui s'est mérité un prix Nobel pour avoir trouvé la solution à ce problème-là. Okay? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est à l'esprit spontanément des gens. Einstein, qu'est-ce qu'il a proposé? Okay? Einstein est allé proposer que dans le fond, la lumière, l'énergie transportée par la lumière particulièrement, n'était pas répartie de façon uniforme dans l'espace. Elle était localisée, okay, pour Einstein, était localisée dans des paquets d'énergie. Okay? Lui, ce qu'il appelait des quantas. Okay? Donc, Einstein s'est imaginé des quantas de lumière qui avaient à la fois des propriétés des particules, puis à la fois des propriétés des ondes. Okay? Donc, quelles sont ces différentes propriétés-là? Ben, on sait que la lumière a des propriétés des ondes. Elle a une fréquence, elle a une longueur d'onde, elle subit des effets d'optique physique, donc elle a certainement des propriétés des ondes. Donc en particulier, c'est comme si elle avait une certaine longueur d'onde, une certaine fréquence, okay, des propriétés propres aux ondes. Mais en même temps, elle avait des propriétés qui sont propres aux particules. En particulier, là, excusez, là, je dis des propriétés propres, ok, mais bon, excusez. Euh, les particules particulièrement, ouais, c'est ça. Donc, elle avait des propriétés qui étaient propres aux particules, en particulier l'aspect où l'énergie est localisée. Okay? Donc, l'énergie n'est pas répartie sur une onde infiniment grande. Okay? L'énergie, elle est localisée dans l'espace. Donc, ça, c'était un gros aspect de son modèle. Donc, que l'énergie transportée par la lumière est localisée. Okay? C'est vraiment ça la clé ici. Okay? Elle est transportée en paquets d'énergie que Einstein appelle des quantas. C'est pas Einstein qui est allé parler de photons, là, même si aujourd'hui on sait que c'est des photons, la lumière est composée de photons pour nous aujourd'hui, mais c'est pas Einstein qui a trouvé le terme photon. Okay? Euh, Einstein a de plus proposé que l'énergie d'un photon était proportionnelle à sa fréquence, ou la constante de proportionnalité H s'appelle la constante de Planck. Okay? C'est pas la constante d'Einstein, c'est la constante de Planck. Pourquoi c'est la constante de Planck et pas la constante d'Einstein si c'est Einstein qui a proposé ça? En fait, c'est parce que c'est pas Einstein qui était le premier à proposer ça. Okay? Le fait que l'énergie transportée par la lumière était proportionnelle à la fréquence de la lumière, c'est Planck qui a proposé ça en premier. Okay? Mais pourquoi d'abord on attribue la découverte à Einstein? Ben, il y a deux raisons. Okay, la première, c'est que Planck euh, explicitement mentionnait, ben, Planck ne travaillait pas sur le même domaine d'ailleurs, Planck travaillait sur le phénomène du corps noir. On va revenir pourquoi Planck a fait cette supposition-là dans le cadre de ses travaux à lui, mais Planck a supposé que l'énergie était quantifiée d'un oscillateur dans une cavité résonante, puis ça expliquait le spectre du corps noir. Euh, pour que ça fonctionne, lui, il fallait que l'énergie de l'oscillateur soit proportionnelle à sa fréquence. Einstein a pris ce modèle-là de Planck, puis l'a appliqué à la lumière en général, puis il a proposé que l'énergie d'un photon était proportionnelle à la fréquence du quanta. Okay? Ce qui fait qu'on a naturellement une explication à l'effet photoélectrique qui apparaît. Okay? Pourquoi? Ben, le photon va être absorbé, pardon, l'électron dans la plaque absorbe l'énergie transportée par le photon.
Si l'énergie du photon est assez grande, autrement dit, si sa fréquence est suffisamment grande, ben, l'électron va être éjecté de la plaque, puis l'effet photoélectrique va se produire. Si l'énergie du photon incidente est trop petite, ben, l'énergie gagnée par l'électron va être trop petite, puis il ne réussira pas à être éjecté de la plaque. Donc, pourquoi il y a une fréquence seuil? Ça apparaît très rapidement dans l'explication d'Einstein. Tout est une question de fréquence. Si la fréquence est assez grande, l'énergie transportée par les photons est suffisamment grande, puis les électrons sont arrachés instantanément. Si l'énergie est trop faible, les électrons ne seront jamais éjectés. OK? Qu'est-ce qui se passe si on fait augmenter l'intensité lumineuse? Bien, si on fait augmenter l'intensité lumineuse, on augmente le nombre de photons qui sont transportés à chaque seconde, mais on n'affecte pas l'énergie transportée par chaque photon individuel. Donc, pour les amateurs de first-person shooter, excusez, là, mais euh, l'énergie d'un photon, voyez ça comme, voyez un photon comme la balle d'une mitraillette, ok? Donc, si vous avez des balles de plus grande fréquence, ben, si vous avez des balles qui transportent plus d'énergie, c'est que vous allez prendre des balles de 7,6 mm au lieu de 5,56 mm. Ok? Donc, chaque balle va transporter plus d'énergie. Ok? Mais l'intensité lumineuse, dans le fond, c'est plus le DPS. Ok? Donc, si vous augmentez le DPS, c'est juste parce que, par exemple, vous pouvez prendre la même mitraillette, mais tirer plus de balles à chaque seconde. Donc, vous allez faire plus de dommages, mais chaque balle individuelle ne transportera pas plus d'énergie. Ok? Donc, c'est la même affaire. Vous voyez la lumière comme un flux de particules qui transportent chacun une certaine quantité microscopique d'énergie. Pour augmenter l'intensité lumineuse, vous faites augmenter la quantité de photons, mais vous n'affectez pas l'énergie de chaque photon individuel. L'énergie d'un photon, en fait, elle dépend juste de la fréquence du photon. Donc, la couleur de la lumière dit l'énergie transportée par la lumière. L'intensité nous dit combien de photons frappent notre plaque à chaque seconde. Puis la dernière chose qui manque pour bien comprendre l'effet photoélectrique, c'est de dire que il y a un facteur, il y a quelque chose qui caractérise les différents métaux. Ok? Donc chaque métal est caractérisé par un travail d'extraction qu'on appelle phi, à ne pas confondre avec phi, la constante de phase qu'on étudiait il y a quelques semaines. Là. Phi, c'est l'énergie minimale de liaison qui lie l'électron à la plaque de métal. Donc, différents métaux vont plus ou moins fortement lier les électrons. Donc, les électrons vont être liés plus ou moins fortement à la plaque de métal. Pour arracher un électron, il faut que tu aies au moins assez d'énergie pour vaincre le travail d'extraction. Okay? Vous voyez le travail d'extraction un peu comme un puits. Okay, là? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez mon curseur, question à 100$ toujours. Okay. Vous avez différents métaux, c'est comme si vous aviez des puits de différentes profondeurs. Okay? Un métal versus un autre métal. Okay? Puis vous avez l'électron qui est dans le fond de la plaque, dans le fond du puits. Okay? Pour sortir l'électron du puits, ben, il va falloir fournir une quantité d'énergie qu'on appelle le travail d'extraction. Okay? Différents métaux vont avoir différents travaux d'extraction. Plus le travail d'extraction est faible, plus c'est facile d'éjecter un électron. Okay? Puis à l'inverse, plus le travail d'extraction est grand, plus c'est difficile. Donc de là l'équation d'Einstein qu'on voit ici. Okay? Cette équation-là doit être vue comme une équation de conservation de l'énergie. Okay? Donc vraiment, je vais vous le. J'insiste là-dessus. Là. On dit H fois F est égal à phi plus Kmax. C'est de la conservation de l'énergie tout simplement. Okay? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'énergie avant l'effet photoélectrique. Ça, c'est l'énergie après l'effet photoélectrique. Au début, j'ai un photon qui transporte une quantité d'énergie égale à H fois F. Une fois que ce photon-là est absorbé, il y a une partie de l'énergie qui va servir à éjecter l'électron de la plaque. Puis s'il reste de l'énergie, elle va être sous forme d'énergie cinétique pour l'électron. Okay? Donc, mettons que, puis là, c'est sûr, les chiffres n'ont pas d'allure, ok, je vous le dis tout de suite, là, on va y revenir. Mettons que mon photon arrive avec 10 joules d'énergie à cause de sa fréquence, ok, qui transporte 10 joules d'énergie, puis que le travail d'extraction, c'est juste 2 joules d'énergie.
Mais ça veut dire que tout ce qui reste, le 8 joules d'énergie supplémentaire, va être transféré sous forme d'énergie cinétique par l'électron. OK? Donc, phi, c'est l'énergie minimale qui lie l'électron au métal. Donc, tantôt, dans notre modèle, pourquoi les électrons n'ont pas tous, pourquoi les électrons n'ont pas tous la même, voyons, énergie en partant? OK? Ben, c'est parce qu'il y a des électrons qui partent de plus haut. Donc, eux, le travail d'extraction est minimal. OK? C'est phi. À ce moment-là, s'ils absorbent plus d'énergie que phi, le reste va être sous forme d'énergie cinétique, puis ils vont partir vite vers l'autre plaque. À l'inverse, les électrons qui sont plus profonds dans la plaque doivent payer un plus gros prix pour sortir de là, ont un plus grand travail d'extraction. Donc, si la lumière transporte la même quantité d'énergie, puis que ça en prend une plus grande fraction pour sortir de la plaque de métal, il leur en reste moins sous forme d'énergie cinétique. Donc, différents électrons arrachés à différentes profondeurs de la plaque vont avoir différentes énergies cinétiques en sortant. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on parle en particulier de l'énergie cinétique maximale, parce que c'est relié au travail minimal d'extraction. Donc, vous avez des électrons qui sont dans un puits. Le premier fijoule d'énergie qu'ils absorbent sert à les faire sortir du puits. Le reste leur fournit une quantité d'énergie cinétique de plus en plus grande. Donc ça, c'est le modèle d'Einstein. Okay? Intuitivement, c'est quand même un modèle moi, je trouve que c'est un très beau modèle. C'est quelque chose au niveau conceptuel, c'est quelque chose qui est attirant. Est-ce que ça marche maintenant? Okay, ça, c'est une autre histoire. On va reprendre les observations. Voyons, il y a mon curseur. Excusez, combien de fois je pose ça dans une session de cours? Okay? Donc, on va reprendre les observations avec le modèle d'Einstein maintenant. Okay? Donc, est-ce qu'on est capable d'expliquer les nouvelles observations avec le nouveau modèle? Okay? Donc, faire augmenter la tension attractive, augmenter la tension, faire augmenter le courant, ça ne change rien. Okay? Ça s'explique aussi par le modèle du photon, okay? Par le modèle du quanta. Okay? Donc, parce qu'à la base, ça ne change rien. J'ai une certaine quantité d'électrons qui sont éjectés, je finis juste par en capter une plus grande quantité. Donc, le modèle du quanta explique l'observation A. Augmenter l'intensité lumineuse fait augmenter le courant. Ben oui, ok. Si j'augmente l'intensité lumineuse, j'ai plus de photons, donc qui peuvent arracher plus d'électrons, donc faire augmenter le courant. Ok. Si je double l'intensité lumineuse, ben je double le nombre de photons. Si je double le nombre de photons, je double le nombre d'électrons, donc l'intensité va doubler. L'intensité du courant va doubler. Ok. En fait, ça fait même des prédictions spécifiques que si vous doublez l'intensité lumineuse, vous allez doubler le courant. Okay? Donc, ça s'explique très bien avec le modèle quantique. Lorsque j'ai une tension répulsive, augmenter la tension provoque une diminution du courant jusqu'où on devient nul. Bien, ça aussi, ça fonctionne, okay? Parce que mes électrons qui sont éjectés ont une certaine énergie cinétique. À un moment donné, je vais avoir une tension d'opposition tellement grande qu'ils vont finir par être bloqués. Donc ça marche encore. En D, aucun électron est émis pour une fréquence inférieure à la fréquence seuil. Mais là, ça, c'est directement une caractéristique de notre modèle. Ça décrit c'est quoi la propriété de la fréquence seuil. Qu'est-ce qui se passe si je réduis l'énergie, OK? Puis on le voit bien avec l'équation d'Einstein. Qu'est-ce qui se passe si je réduis l'énergie disponible parce que je réduis la fréquence de la lumière? OK? Ben, j'ai moins d'énergie disponible dans mon système au départ. Il m'en reste évidemment moins à la fin. Le travail d'extraction est une caractéristique du métal. Donc ça, c'est pas ça qui va diminuer quand je diminue l'énergie de la lumière. Ce qui va diminuer, ça va être l'énergie cinétique des électrons. Okay? Autrement dit, le même électron sur la même plaque de métal est dans le même puits de potentiel. Si la lumière qui arrive transporte de moins en moins d'énergie parce que je diminue la fréquence de la lumière que j'utilise, ben, l'électron va avoir de moins en moins d'énergie cinétique disponible après ça être fait éjecter. À un moment donné, je vais avoir tellement réduit la fréquence qu'il ne me restera plus d'énergie cinétique. Okay? Donc la fréquence seuil est caractéristique du travail d'extraction. Okay?
Donc, quand la fréquence de la lumière est égale à F0, c'est parce que l'énergie transportée par le photon est tout juste suffisante pour vaincre le travail d'extraction. Il me reste à peu près plus d'énergie cinétique. Donc, c'est sûr que si je réduis encore la fréquence, ben là, j'ai même plus assez d'énergie pour égaler le travail d'extraction. Donc, mes électrons sont pognés dans le puits, puis il y aura zéro effet électrique, photoélectrique qui va se produire. Donc, le modèle quantique explique particulièrement bien la fréquence seuil. Okay. En E, on dit que l'énergie cinétique maximale des électrons dépend de la fréquence. Ben oui, mais ça, c'est dans l'autre sens. Okay? Imaginons qu'on augmente la fréquence de la lumière. Le travail d'extraction restant constant, on va se trouver à avoir des électrons qui contiennent de plus en plus d'énergie cinétique. Si mes électrons transportent de plus... Donc, réduisons la longueur d'onde de la lumière. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des électrons qui sont éjectés avec une vitesse de plus en plus grande parce que la lumière transporte de plus en plus d'énergie. Donc, pour couper le courant, il va falloir que j'applique une plus grande différence de potentiel. OK? Moins 1.4, j'ai encore du courant. OK? Donc, moins 1.6, moins 1.8, mettons. Tantôt, à 400 nanomètres, j'avais plus de courant, ça faisait longtemps. OK? Donc, à moins 1 volt, j'ai plus de courant déjà. Donc, plus la fréquence de la lumière est petite, pardon, plus la fréquence est grande, autrement dit, plus la longueur d'onde est courte, là, OK? On se souvient là, que V est égal à lambda fois F. Là. OK? Donc, si je prends une longueur d'onde plus petite, ça correspond à une fréquence plus grande. Okay? Ou à l'inverse, une fréquence plus grande correspond à une longueur d'onde plus petite. Autrement dit, la lumière mauve-violette transporte plus d'énergie que la lumière rouge, la lumière ultraviolette transporte plus d'énergie que la lumière violette, ainsi de suite. Okay? Donc, l'énergie cinétique maximale des électrons dépend de la fréquence, mais on le voit bien. Plus j'ai une grande fréquence, plus j'ai un grand Comax. Plus j'ai un grand Comax, Comax c'est directement une mesure du potentiel d'arrêt. Donc, plus je vais avoir un grand potentiel d'arrêt. Donc, on l'observe, plus j'augmente la fréquence, plus j'ai besoin d'un grand potentiel d'arrêt parce que plus mes électrons ont d'énergie cinétique. Donc, en E, le modèle quantique explique très bien la prédiction, l'observation, pardon, que l'énergie cinétique dépend de la fréquence de la lumière. En F, on observait que l'énergie cinétique maximale ne dépendait pas de l'intensité lumineuse, puis ça ne marchait pas avec le modèle classique. Mais ça marche avec le modèle quantique. Pourquoi? Si je modifie l'intensité lumineuse, je ne fais que modifier le nombre de photons. Je ne modifie pas l'énergie individuelle des photons qui composent la lumière. Donc, si je ne modifie pas l'énergie des photons, je ne modifie pas l'énergie cinétique des électrons. Donc, j'ai quelque chose ici qui explique bien les observations. Puis, en G, on dit même à très faible intensité, l'émission d'électrons se fait de façon presque instantanée. Mais ça aussi, ça s'explique très bien. Quand le photon frappe la plaque de lumière, soit son énergie est suffisante puis l'électron est immédiatement éjecté, soit son énergie est insuffisante puis l'électron ne sera jamais éjecté. Donc, on a quelque chose qui dit soit ça se passe immédiatement, soit ça se passe pas. Il n'y a pas de faire, d'attente, quoi que ce soit. C'est ça qu'on observe. C'est exactement ce qu'on observe. Soit ça se passe tout de suite, soit ça se produit jamais. Okay? Donc, voilà une théorie simple qui explique pourquoi on arrive à pardon, décrire l'effet photoélectrique avec un nouveau modèle pour la lumière. Okay? Évidemment, ce modèle-là est tellement révolutionnaire que il y a beaucoup de physiciens qui résistent longtemps à l'idée d'accepter ce modèle-là. Okay? Puis en particulier, vous avez un certain Robert Millikan qui a refusé longtemps d'accepter ce modèle-là, okay? Parce que c'était trop révolutionnaire pour lui. Donc, j'exagère peut-être un petit peu, parce que c'était trop gros pour lui. Okay? Donc, Robert Millikan, ça, je trouve que c'est une très belle leçon de la science. Okay? Robert Millikan, euh, étant humain comme nous, a certaines idées préconçues. Okay? Dans ces idées préconçues, il y a l'idée selon laquelle Einstein est dans le champ avec son idée de quanta. Okay? Donc, comment il va faire pour
prouver qu'Einstein a tort, ben, il va étudier la théorie d'Einstein, il va regarder les prédictions que la théorie d'Einstein fait, puis ensuite, il va essayer de démolir, de faire des expériences pour en arriver à des observations qui vont en contradiction des prévisions faites par la théorie d'Einstein. Robert Millikan est un expérimentateur excessivement minutieux. C'est incroyable. Okay, là, franchement, là, c'est un des plus grands expérimentateurs du 20e siècle. Okay? Entre autres, c'était le premier à mesurer, par exemple, la charge d'un électron. Ben, plus particulièrement le rapport entre sa charge et sa masse. Là. Mais c'était vraiment un des premiers à mesurer attentivement, à étudier des expériences très, très, très minutieuses. Après une dizaine d'années de travaux, là, on va en parler un petit peu, euh, il, il est obligé d'admettre qu'Einstein a raison. Okay? Donc, euh, à- non, non seulement il n'arrive pas à prouver qu'Einstein a tort, mais il est obligé d'admettre que toutes ces expériences vont dans le sens des prédictions d'Einstein. Okay? Donc, il se trouve à montrer qu'Einstein a raison. Okay? Puis le gars, qu'est-ce qu'il se mérite pour ses travaux? Il se mérite un prix Nobel. Okay? Donc ça franchement, si c'est pas une leçon de la science, je sais pas c'est quoi. Okay? Robert Millikan part avec des forts préjugés anti-Einstein. Okay? Lui, il est convaincu qu'Einstein est dans le champ. Mais le gars a une démarche rationnelle, scientifique et une certaine intégrité personnelle. Après avoir bûché comme un débile pour essayer de prouver qu'Einstein avait tort, autrement dit que lui a raison de penser qu'Einstein a tort, il est obligé d'admettre qu'il est dans le champ. Déjà, il n'y a pas grand monde qui sont capables d'admettre qu'ils sont dans le champ. OK? Ben, comment il se fait remercier? Il se fait remercier en se faisant remettre un prix Nobel pour ses travaux. OK? Donc, vraiment ici, s'il y a quelque chose qui démarque la science, la croyance, je pense, trouvez-moi une plus belle illustration que ça, là, puis je suis vraiment curieux de l'entendre parce que pour moi, ça restera une des plus belles réussites de la physique. OK? Donc, attends une seconde. Il est où mon curseur? Ok, il est là. Donc, ses expériences les plus fameuses. Son expérience la plus fameuse, c'est l'expérience de la goutte d'huile, là, ici. Là, ok? Donc, qu'est-ce que c'est? C'était pour déterminer la charge d'un électron. Ok? Donc, ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il sprayait, là, donc il pulvérisait, oui, des très très fines gouttelettes d'huile. Ok? euh, dans une chambre à vide dans laquelle, il laissait des gouttes dégouttées. Puis vous aviez deux plaques de métal entre lesquelles il y avait un champ électrique uniforme de plusieurs milliers de volts. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait les gouttelettes tomber. Ok? Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ajustait la force. Donc on explique ici un petit peu là, la physique en arrière. C'est de la mécanique des fluides un peu aussi, là, donc il faut faire attention. Mais le principe étant que quand sa gouttelette tombe, okay, sous l'action de son poids, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un champ électrique qui la repoussait dans l'autre direction. Puis il allait s'assurer de la maintenir en équilibre. Okay? Donc il allait maintenir la gouttelette en équilibre sous l'action d'un champ électrique. Il mesurait le voltage, donc il était capable de déduire la force qui agissait sur l'électron, sachant que la force qui agit est proportionnelle au champ électrique, puis qu'il connaissait le poids. Je réduis un peu, c'est plus complexe que ça, là. Mais s'il connaît le poids, puis qu'il connaît le champ électrique, il est capable de déduire c'est quoi la charge qui agit sur l'objet. Ok? Vous lirez cette partie-là aussi qui est vraiment qui donne une bonne idée. Euh, euh, on dit l'expérience de Millikan comme un exemple de la sélection, ok, du psychological effects. C'est que vous remarquerez dans le raisonnement, il y a un facteur qu'on appelle la viscosité de l'air. Ok. Donc, il y avait utilisé une mauvaise valeur pour la viscosité de l'air, ce qui fait qu'il n'était pas arrivé avec la bonne valeur pour la charge. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, c'est qu'avec les expériences subséquentes, donc, mettons,
j'en parle un peu parce que c'est quand même assez important ici aussi. Là. Ben, mettons, Milcan arrive avec une charge électrique avec des barres d'erreur. OK? Puis évidemment, comme n'importe quelle expérience en sciences, l'important c'est d'essayer de refaire cette expérience-là. Donc aujourd'hui, là, si on peut acheter chez Pasco un bidule pour faire cette expérience-là en laboratoire ici. Là, OK? On ne le fait pas parce que ça coûte comme plusieurs milliers de dollars par poste, là. Mais en théorie, ça se fait simplement. Ben, là, ce qui se passe, c'est que les autres physiciens, après, essayent de reproduire l'expérience de Milcan, puis publient leurs valeurs. T'sais. Donc, il y en a qui commencent à publier des valeurs à un moment donné. Tu sais, le gars, il dit, ouais, il dit, moi, ma valeur, elle donne en bas de sa valeur à lui, mais mes barres d'erreur se recoupent, mon résultat est bon. Puis comme Milcan, c'est une référence, mais tout le monde, tu sais, tout le monde n'ose pas publier des résultats qui vont en contradiction avec Milcan. T'sais. Donc là, tout le monde commence à publier des résultats, puis là, tranquillement, les résultats, OK, on s'aligne. Ça, c'est comme si c'était la valeur de la charge électronique, mettons, en fonction du temps, là, de partir de 1910 puis arriver à aujourd'hui. OK? Donc, les valeurs diminuent, diminuent, diminuent. Puis à un moment donné, les valeurs modernes sont complètement déconnectées, OK, de la valeur publiée par Millikan. OK? Donc, ils sont en désaccord. Euh, Pourquoi? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait que Millikan utilisait une mauvaise valeur pour la viscosité de l'air. OK? Mais à l'époque, personne ne le savait, puis personne ne voulait contredire Millikan, donc tout le monde s'arrangeait pour un peu tweaker ses résultats jusqu'à un certain point pour pas contredire Millikan. Puis ça, c'est pas de la super science. Ok? Tu peux pas reprocher à Millikan d'avoir fait une erreur de. Tu sais, il a fait une erreur, mais c'est pas du même ordre. À partir du moment où tu commences à sélectionner des données pour pas contredire quelqu'un, là, la faute scientifique est pas mal plus grave que juste de ne pas utiliser la bonne valeur pour une constante. Okay? Si tu n'as pas la bonne valeur pour une constante, ben à la limite, c'est pas nécessairement. C'est pas de la fraude intellectuelle. C'est une erreur, mais c'est pas de la fraude. Là. Quand tu commences à sélectionner des cas, là, ça, c'est plus proche de la fraude au niveau scientifique. Là. Je dis pas. Ils ne seront pas en prison pour ça, là, mais je veux dire, le point est qu'au niveau euh, de la chose intellectuelle, c'est beaucoup plus de la fraude. Okay? Donc, Einstein arrive facilement à expliquer l'effet photoélectrique. Mais ces suppositions sont assez révolutionnaires pour l'époque. Ça n'a pas passé comme une lettre à la poste, mais c'est son modèle qui a fini par survivre, encore à ce jour. Donc ça explique super facilement l'effet photoélectrique. L'équation d'Einstein qui est encore ici, là, je vous dis, c'est une équation de conservation de l'énergie. Voyez-la comme une équation de conservation de l'énergie, puis vous n'aurez pas besoin de retenir grand-chose. OK? Donc là, ça va être ça pour aujourd'hui. Le prochain cours, on va faire les exercices en tant que tel. Là, ça fait, je vous laisse digérer tout ça avant qu'on embarque dans des exercices plus spécifiques. Donc, on se revoit pour des exercices. Si vous avez des questions, comme toujours, gênez-vous pas. C'est de la matière que vous avez probablement jamais vue, ça. OK? Donc, posez-moi des questions, écrivez-moi des commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre au meilleur de mes connaissances. OK? Merci.